Donc, on va donner la parole au professeur Madani pour nous parler des céphalées. Donc, merci. Je commence par remercier l'amicale des pédiatres de Fès. Donc, les céphalées chez l'enfant. Donc, nous sommes au cabinet. À chaque fois, on a un enfant qui vient pour nous dire j'ai mal à la tête. La première des choses à laquelle on pense, une migraine. Et puis, c'est les parents qui posent la question, vous êtes sûr, docteur? Et là, on a le petit bonhomme dans la tête qui nous pose la question, est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que ce n'est pas une tumeur? Donc, les céphalées sont fréquentes en pédiatrie, avec les migraines en tête. Donc, les céphalées secondaires doivent systématiquement être recherchées, ne pas méconnaître un processus expansif intracrânien, et devant toute céphalée, donc il faut se poser la question, est-ce qu'il y a des signes orientateurs vers le primaire ou vers les céphalées secondaires? Donc c'est la dernière classification révisée en 2013. Donc il y a les céphalées primaires, les migraines, les céphalées de type tensionnel et les céphalées de type cluster. Et puis il y a les céphalées secondaires, et donc tout ce qui peut toucher un cerveau, que ce soit du métabolique, infectieux, traumatique, bref, toute agression envers le cerveau peut donner donc des céphalées. Et le troisième groupe, c'est les névralgies et autres. Donc là, devant une céphalée, il faut se poser la question, est-ce que c'est aigu? Est-ce que c'est aigu et récurrent? Est-ce que c'est chronique ou c'est mixte, c'est-à-dire les deux? Donc devant une céphalée aiguë, soit qu'il y a de la fièvre, et c'est une infection du système nerveux ou une maladie immunologique immunologique ou autre, des fois, il peut s'agir simplement d'une infection des voies aériennes supérieures. Si ce n'est pas fébrile, il faut penser en premier à l'hémorragie méningée, et puis bien sûr prendre la tension artérielle chez ces enfants doit être un réflexe médulaire chez tout médecin. Donc quand il s'agit de céphalées aiguës et récurrentes, c'est la migraine en premier, suivie par les céphalées de tension ou des algies vasculaires qui sont rares chez l'enfant. Quand il s'agit de douleurs chroniques, si c'est localisé, il peut s'agir donc de sinusite, d'otite, de pathologie oculaire, dysfonctionnement temporomandibulaire, pathologie dentaire ou autre. Il faut savoir que le cerveau n'a pas de nocicepteur, donc on peut opérer un enfant ou un adulte qui est en train de jouer la guitare. Ça a été fait dernièrement en Angleterre, voilà. Donc en fait, ce qui est douloureux, c'est tout ce qui est proche au cerveau. Donc, quand il s'agit de douleurs chroniques, de céphalées chroniques et généralisées, soit elles sont progressives, et là il faut faire attention aux tumeurs cérébrales, malformations, les abcès, les hématomes, les hydrocéphalies, surtout l'hypertension intracrânienne, qui peut être idiopathique, ce qu'on appelle bénigne, mais en fait elle n'est pas bénigne, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont perdu la vue à cause de ça. Et les céphalées non progressives, il y a les céphalées chroniques quotidiennes, les céphalées de tension, et les céphalées psychogènes. Donc l'interrogatoire doit prendre beaucoup de temps. Il nous permet d'orienter le diagnostic, d'évaluer la sévérité, le retentissement sur la vie de chaque jour. Concerne aussi donc l'enfant et les parents. On doit poser des questions sur le sommeil, surtout est-ce que l'enfant a un sommeil réparateur ou pas, la prise de repas, l'appétit, la nature. Il y a ce qu'on appelle maintenant la malbouffe cérébrale qui peut occasionner énormément de crises de migraine, les activités extrascolaires, les antécédents familiaux, les antécédents personnels, un traumatisme par exemple, le type de la douleur, son caractère, est-ce qu'elle est pulsatile ou pas, sa majoration, à quelle heure, avec l'effort ou pas, la présence de signes fonctionnels accompagnateurs, digestifs, neurosensoriels ou autres, des signes physiques, l'évolution des crises avec et sans traitement, le sommeil. S'il s'agit donc de céphalées évoluant par crise, quels sont les facteurs favorisants ou déclenchants? L'horaire et les circonstances, leur fréquence, le siège, l'intensité. Donc les paramètres de base, surtout la pression, prendre la tension artérielle, un examen neurologique parfait et complet, l'examen du muqueuse, de la peau,
Et puis, donc, est-ce que cette céphalée est primaire ou pas? Et parfois, donc, on peut trouver des signes en faveur de certaines étiologies secondaires. Donc, il faut faire un bon examen. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire une IRM? Pas à tout le monde. Donc, on peut la faire si l'enfant est tout petit, s'il présente une céphalée aiguë récente sans étiologie, des douleurs brutales ou augmentant en fréquence, modification des céphalées, symptomatologie d'hypertension intracrânienne, la présence donc de signes neurologiques, modification de comportement avec une altération donc des résultats scolaires, des anomalies associées à un enfant qui a un torticolis associé par exemple, ou des antécédents particuliers chez un enfant qui a un lupus, qui a une dérivation d'hydrocéphalie. L'électroencéphalogramme n'est pas obligatoire, sauf si on a une notion donc d'épilepsie occipitale. L'examen ophtalmologique, par contre, devant, donc si on suspecte une hypertension intracrânienne, il faut faire un fond d'œil et l'acuité visuelle, un examen ORL, un bilan sanguin des foies, une ponction lombaire si on a des signes en faveur donc d'une infection. Et là, donc il faut profiter pour mesurer la pression intracrânienne. Donc c'est très très important, comme je viens de dire, on a beaucoup d'enfants qui viennent avec une cécité. Donc quand on fait la ponction lombaire, il suffit d'avoir une tubulaire, un rubomètre pour mesurer la pression. Donc on prend la tubulaire, on la concorde au trocar, on la met de façon verticale, on a le liquide céphalochénien qui monte. S'il dépasse 20-25 cm, c'est une hypertension intracrânienne. Donc la migraine, c'est la première cause. Après 4-5 ans, donc les enfants peuvent avoir de la migraine parce que dans la tête de certains médecins, ils disent que la migraine, c'est l'apanage de l'adulte. Donc, tous les symptômes sont expliqués par ces sécrétions donc, de neuromédiateurs et des vasodilatations vasculaires. Donc, la sérotonine dans des troubles du comportement alimentaire. La dopamine explique les nausées. L'acétylcholine, l'armoiement, la rhinorrhée. La noradrénaline, c'est la tachycardie, les crises d'anxiété. Les prostaglandines, bradykinine expliquent l'inflammation. Donc les critères, il y a 2 critères chez l'enfant qui sont très importants. D'abord, le seuil de la crise, il est de 1 heure au lieu de 4 heures chez l'adulte. Et les céphalées sont le plus souvent frontales et bilatérales, alors que chez l'adulte sont le plus souvent unilatérales. Donc, la majorité des enfants de plus de 10 ans perçoivent des douleurs comme une pesanteur, et ce n'est qu'à un âge plus avancé que la douleur devient pulsatile. Chez le tout petit, c'est difficile donc d'avoir tous ces symptômes. Donc, et le plus souvent, l'enfant présente une pâleur, il a envie de vomir, il ne supporte pas la lumière, donc il a mal au ventre. Donc ça, c'est les signes accompagnateurs. Donc certains enfants présentent ce qu'on appelle donc un aura. Donc ils commencent à avoir donc des troubles visuels. J'ai un enfant qui, à chaque fois qu'il a sa crise de migraine, il commence à voir tout en bleu. Et pendant 1 jour, 2 jours. Donc il faut chercher d'autres types de crises, le vertige paroxystique bénin, la migraine abdominale, les vomissements cycliques, les formes particulières de migraine, les migraines hémiplégiques, des migraines abdominales et des migraines confusionnelles aiguës. Donc les céphalées de tension sont plus gentilles, et généralement sont moins intenses, sont volontiers en fin de la journée et sont favorisées par le stress et la fatigue. Ils ont un caractère souvent bilatéral, ne sont pas pulsatiles, ne sont pas exagérés par l'activité physique. La photophonophobie n'agit pas sur les crises et généralement les petits moyens sont privilégiés donc, pour arrêter ce type de crise. Les différents types de céphalées primaires, il y a aussi les céphalées chroniques quotidiennes. Les céphalées donc, sont plus fréquentes chez l'adolescent, 2 à 4%, surtout chez les adolescents un peu stressés. C'est des céphalées qui durent de 15 jours par mois, depuis plus de 3 mois, sont associées à une mauvaise qualité de vie, le plus souvent donc un abus médicamenteux, une grande consommation de caféine par exemple, qui existe dans les boissons. Les céphalées donc trigémino-autonomiques sont rares chez l'enfant. Les céphalées secondaires, donc surtout donc on a peur donc de tout ce qui est processus,
Donc les céphalées surviennent la nuit ou tôt le matin, sont accompagnées de vomissements, de troubles de l'équilibre, de maladresse, troubles visuels, diminution de l'acuité visuelle, et sont augmentées par l'effort et la toux. Les étiologies donc les plus fréquentes sont les processus expansifs, l'hydrocéphalie quand il y a un dysfonctionnement par exemple de la valve, les anomalies artério-veineuses, les méningites, les traumatismes crâniens. Donc là, pour faire la part entre tumeur cérébrale et migraine, l'anamnèse, les tumeurs, donc c'est de l'ordre de quelques mois, alors que la migraine, ça peut durer depuis des années. Le type de douleur, elle est continue, sourde et intense en cas de tumeur, elle est pulsatile quand il s'agit d'une migraine. L'évolution de la douleur est progressive dans les tumeurs, elle est intermittente pour les migraines. La localisation unilatérale est constante alors qu'elle est variable dans la migraine. Les vomissements spontanés sans nausée, à jeun, n'améliorent pas les céphalées, alors que c'est le contraire pour les migraines. Et l'horaire des symptômes, il réveille le patient quand il s'agit de tumeurs, alors que pour la migraine sont diurnes, et les troubles neurologiques, la même chose, donc sont diurnes. Donc pour le traitement, repos au lit dans l'obscurité le plus souvent, le paracétamol éventuellement, avec des méthoclopramide. Donc il faut dire aux parents que le paracétamol est très toxique pour le foie. Donc le dihydroergotamine, c'est bon, mais il a beaucoup d'effets secondaires chez les enfants, de même pour les triptans. Donc là, c'est le traitement de la crise, c'est l'acide acétylsalicylique, le paracétamol, l'ibuprofène. Donc le traitement de fond, c'est l'apprentissage donc des méthodes psychocorporelles, traitement cognitivo-comportemental, la relaxation, l'hypnose, le biofeedback. Et plusieurs méta-analyses ont montré la supériorité de ces techniques sur les méthodes pharmacologiques. Le traitement de fond, il est réservé aux crises fréquentes, donc le sang migrant, surtout chez l'adulte. Sibélion ne l'utilise pas chez l'enfant. L'avlocardil, quand il s'agit donc de crises sévères, surtout chez les adolescents, ça nous rend énormément de services. Donc le sumatriptan par voie nasale, donc maintenant l'AMM a été élargie aux adolescents âgés de 12 à 17 ans, c'est 2 pulvérisations par 24 heures. En conclusion, donc beaucoup d'enfants présentent une migraine associée à une céphalée de tension. Donc sur un fond de céphalée, ils peuvent faire certaines crises de migraine. Donc ce n'est pas une maladie psychologique. Les crises peuvent démarrer sous le stress. Encore trop d'enfants reçoivent des diagnostics erronés. Et en traitement de fond, donc les méthodes non médicamenteuses sont les plus régulièrement efficaces. Je vous remercie. Merci professeur Medani de cette présentation claire. La parole est à la salle, vous avez des questions? Sinon, comment vous traitez spécifiquement les migraines chez l'enfant? Donc le plus souvent par des méthodes non médicamenteuses. Donc, et puis ça dépend du nombre de crises par mois. Parce qu'il y a certains enfants qui ont des crises vraiment invalidantes. C'est l'enfant qui va à l'école un jour sur deux. Donc là, s'ils ont plus de 10 ans, les crises répondent mal au paracétamol, aux moyens donc de relaxation, l'obscurité. Donc ça, moi personnellement, je traite beaucoup avec de l'avlocardil, à petite dose. Très petite, le plus souvent, ils répondent. Vous avez parlé de l'hypertension intracrânienne bénigne et le traitement et l'indication du faire la pression intracrânienne. Est-ce que vous avez observé la fréquence avec laquelle vous la faites dans votre expérience? Est-ce que vous avez observé des céphalées post-PL avec des de toute façon, j'en vois beaucoup. Donc, du fait que je fais de la neuropédiatrie, je vois pratiquement, je ne vais pas exagérer, un minimum de un enfant par mois. Et c'est des enfants qui viennent avec des céphalées atroces, avec une perte rapide de la vision. Donc, malheureusement, ces enfants qui ont vu un médecin, deux médecins, paracétamol, scanner, l'IRM est normal, d'accord? Donc, hélas, c'est un problème juste de prise de la pression intracrânienne. C'est très facile à faire, tout le monde peut le faire. Et là, donc, on doit vider donc, au moins un grand flacon de LCR, ça soulage déjà le malade. Et puis, des fois, on traite par de la cortico ou autre chose, en fonction de l'étiologie. Et la cortico, c'est surtout pour le pronostic visuel.